millions de personnes décéderont de cancer. En 2030, il y aura 600 millions de patients diabétiques dans le monde et plus de 60 millions de patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Sans oublier non plus, aujourd'hui, les 3 millions de patients en France et les 20 millions de patients en Europe qui sont atteints de maladies rares et qui ne bénéficient d'aucun traitement. Et même, on peut dire qu'il n'y a pas de médicaments aujourd'hui efficaces, commercialisés, pour lutter contre les infections virales. Alors, je ne suis pas là pour vous parler d'antibiotiques, de surconsommation de médicaments. Non, moi, je suis là pour vous parler du système immunitaire et plus particulièrement de la vaccination. Alors, qu'est-ce que c'est la vaccination? La vaccination, c'est l'art, justement, de stimuler le système immunitaire pour l'aider à lutter par ses propres moyens contre un agent pathogène. Vous connaissez évidemment toutes et tous des vaccins, mais pour la plupart préventifs. Donc ce sont les vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la polio, tous ces vaccins que vous avez reçus enfant, mais également, je l'ai évoqué tout à l'heure, le vaccin contre la grippe. Mais il existe également des vaccins thérapeutiques. Au mieux, il existe des traitements qu'on appelle les traitements antirétroviraux qui permettent de ralentir le virus et donc de freiner la progression de la maladie. Seulement 8 millions de personnes dans le monde ont accès à ce traitement. La pathologie est extrêmement contraignante puisqu'elle nécessite de prendre plusieurs médicaments par jour avec un traitement onéreux, plus de 16 000 $ par an et par patient, et avec des effets secondaires sévères. Donc TheraVectis développe une nouvelle génération de vaccins. On peut aussi sauver des vies avec les nanotechnologies. Et c'est pour ça qu'on va parler de nanomédecine aujourd'hui. Avant d'expliquer plus précisément ce que l'on entend par nanomédecine, d'abord essayons de définir un petit peu la taille de ces objets. Et si on essaye d'aller encore plus loin, ici on vous a donné un exemple d'oncologie. Mais la nanomédecine, c'est bien plus que ça. Imaginez qu'on a traité aujourd'hui les patients avec de la chimie, avec de la biologie, et remettez tout à zéro, et imaginez qu'on puisse redévelopper toute une industrie autour de la nanomédecine, autour de la physique portée par ces nanoparticules. Donc on amène déjà aujourd'hui des nouveaux outils pour les patients avec cette nanomédecine. Et c'est pour ça que je voudrais finir par citer un explorateur spatial qui m'inspire tous les jours et qui dit « vers l'infini et au-delà ». Merci. On ne peut pas prévoir le futur, on peut le créer. Je n'avais jamais imaginé au début de mes études médicales que je deviendrais un jour entrepreneur en biotechnologie. Je ne pouvais pas imaginer que j'allais vivre l'aventure que j'ai vécue. On ne peut pas prévoir le futur. On peut le créer. Nous avons fondé Actelion il y a 15 ans pour essayer de réunir les conditions propices à la découverte de médicaments. De médicaments, non pas des médicaments de mécanismes connus, mais des médicaments innovateurs, innovants, qui apporteraient quelque chose d'important pour des malades avec des besoins médicaux majeurs, pour améliorer leurs symptômes, leur qualité de vie, leur survie, ou tout cela réuni. Ce que je veux vous raconter, c'est effectivement une aventure qui est en train de démarrer, qui commence à marquer les premiers points et qui peut nous emmener extrêmement loin dans le 21e siècle et au-delà, pour ceux qui y seront encore. Il y a des maladies de la peau, l'épidermolyse bulleuse, des maladies de la rétine, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, le syndrome de Wolfram, etc., etc. Tout cela devient accessible. Accessible parce que nous n'avons plus besoin de nous préoccuper d'où trouver des cellules chez des donneurs. Nous avons la possibilité de les fabriquer en laboratoire. Et je ne suis pas en train de vous parler d'un futur far, far away, avec peut-être dans 20 ans, peut-être dans 50 ans. Nous sommes en train de passer chez l'homme. Restaurer la vision de patients devenus aveugles est un rêve un peu fou qui fut en réalité imaginé dès 1755 par le français Charles Leroy. Ce projet un peu fou est toujours d'actualité pour les patients ayant perdu leur photorécepteur. Et j'aimerais maintenant vous faire partager un peu ce rêve qui est au centre du projet de l'Institut de la Vision, dirigé par le professeur Sahel. Mais j'aimerais quand même vous montrer
la vidéo d'un patient qui est quand même assez impressionnante, puisque c'est un patient qui est aveugle et qui a été opéré dans le service clinique du professeur Sahel au Centre national d'ophtalmologie des 15-20. Donc je vous laisse découvrir cette vidéo. Et puis après, vous allez voir sur les images la capture d'écran que fait la caméra. Et puis aussi, après, sur le côté droit, les électrodes qui sont stimulées. Et je vous mets un petit peu au défi d'arriver à lire les mots comme le fait le patient. J'y vais là, c'est ça? Ah oui, son vert. Son vert. Donc. Son verre de vin. Donc, il court très vite. Voilà, donc vous avez pu voir ce patient qui était donc aveugle. Bonsoir. Avril 2008, la bascule. En effet, j'étais en Bretagne. Le jour de mon anniversaire, j'ai appris que j'étais atteinte d'un cancer du pancréas. Et je remercie sincèrement tous les médecins, tous les chercheurs, sans lesquels, bien évidemment, je ne serais pas là ce soir. Le monde est plein de recherches et de belles innovations. On en a encore une preuve manifeste ce soir. Ce que je suis venue partager avec vous, et ce n'est pas très facile, c'est que cette médecine innovante, qui sera de plus en plus hyper personnalisée au niveau des traitements, doit l'être absolument, impérativement, aussi en termes d'innovation vis-à-vis de la relation au malade. J'ai nourri quelques craintes concernant ces innovations technologiques et en particulier la crainte que certaines d'entre elles rencontrent des obstacles, et des obstacles non pas technologiques mais des obstacles sociétaux. C'est-à-dire des craintes que l'on voit un peu partout dans l'espace contemporain, des croyances selon lesquelles ces enjeux technologiques constitueraient des dégâts pour la santé publique ou pour l'environnement, sans tenir compte nullement des bénéfices qu'ils pourraient apporter en termes d'intérêt général. Nous sommes incompétents, mal disposés pour comprendre un certain nombre de problèmes techniques, en particulier lorsqu'ils ont attrait au risque, à la probabilité. Par exemple, nous avons beaucoup d'appétence pour les coûts plutôt que pour les bénéfices. Notre esprit est ainsi fait que nous considérons les risques et non pas les avantages d'une technologie. Si vous prenez la plupart des débats publics sur ces technologies, vous verrez qu'ils s'orientent toujours, le centre de gravité de ces débats, ce sont les coûts plutôt que les bénéfices.